Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi d'être avec vous pour ce début de semaine. Voici les titres de ce journal. Japonais et Ukrainiens se sont affrontés lors des finales du 27e tournoi international de judo de Monaco, trophée Gérard Bertrand, qui s'est déroulé ce dimanche au Louis II. En basket, la Roca Team a remporté la 13e journée du championnat de France après des prolongations face à Boulogne. Le capitaine de la SMFC, Wissam Ben Yedder, était au village de Noël à la rencontre de ses fans de tous âges à l'occasion du Kids Tour de l'AS Monaco. Nous recevrons la présidente de la Jeune Chambre économique pour faire le bilan de l'année 2022, la JCE, qui a organisé de nombreux rendez-vous en présentiel après la crise sanitaire. L'emploi chez les jeunes, vous le verrez, a été un thème important lors de son année de mandat. Jean-Christophe Maillot et la compagnie des Ballets de Monte-Carlo organisent en ce moment même le Monaco Dance Forum. Retour sur le premier spectacle avec pour thème les 7 péchés capitaux. Retour également sur le Noël des enfants de Francky. Cette association œuvre depuis 25 ans en faveur des enfants malades, handicapés ou défavorisés de Monaco et de la région. Et enfin, la chef Justine Piluso nous donnera de précieux conseils pour préparer les fêtes de fin d'année réussies, que ce soit l'entrée, le plat principal ou le dessert. Vous avez peut-être suivi Justine dans la saison 11 de l'émission Top Chef. Elle était reconnaissable de par son sourire et sa joie de vivre. Mais avant cela, direction la salle Gaston Médecin pour débuter ce journal, non pas pour du basket, mais pour du judo, avec le grand retour du tournoi international de judo de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Qui a succédé à la Russie, grand vainqueur de la 26e édition? La réponse dans ce reportage d'Émilie Rousseau, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Habituellement, on entend ici les crissements des chaussures et les rebonds du ballon sur le parquet. Mais ce dimanche, ce sont les chutes sur les tatamis qui ont rythmé la vie de cette salle Gaston Médecin qui accueillait le tournoi international de judo de Monaco, trophée Gérard Bertrand. L'événement faisait son grand retour après 2 années d'absence liées à la crise sanitaire. On a pu traverser cette crise aussi, alors non seulement parce qu'on est une équipe soudée, mais aussi parce qu'on a été soutenu par les instances de la principauté, le comité olympique monégasque, le gouvernement princier par l'intermédiaire de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, le stade Louis II. Et on remercie également nos amis de l'ASM Basket, du basket, de la Roca Team, parce qu'on arrive à s'arranger, à discuter avec eux aussi pour pouvoir occuper ce bel espace. 11 équipes, 77 judokas se sont affrontés sur les tatamis improvisés pendant une journée. Des équipes de clubs de France, de Belgique, de Monaco, d'Italie, du Japon ou encore d'Ukraine. On savait qu'on avait 2 équipes leaders, les Ukrainiens et les Japonais. Je pense que l'avenir est plutôt pour eux. Les Français, il y avait beaucoup d'équipes vieillissantes et on a été en concurrence ce mois-ci avec la nouvelle Ligue Pro qui nous concurrençait au niveau français, qui concurrençait le tournoi de Monaco. Et avoir ces 11 équipes de qualité, ça a été vraiment... On s'est battus. Battu pour avoir un très beau plateau pour cette 27e édition et une très belle finale qui aura opposé l'Ukraine au Japon. Le Japon qui était déjà finaliste en 2019, qui aura fait parler son agilité face aux Ukrainiens. Cette jeune équipe de judokas âgés entre 18 et 22 ans aura impressionné en pratiquant un judo efficace. Grande satisfaction d'avoir gagné. Et puis je trouve que... On avait beaucoup de judo avec de différents styles et je trouve qu'il y a toujours un côté rafraîchissant du judo japonais où finalement c'est quand même beaucoup les bases, c'est très classique. C'est un judo que je qualifierais presque simple où c'est 2 mains sur le judogi et on attaque et on fait chuter. Et vraiment je trouve que la finale, ce qui est intéressant, c'est l'opposition de style. C'est ça qui était important. Les Japonais garderont un chaleureux souvenir de leur passage en principauté. Leur victoire aura été saluée notamment par Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque et représentant pour l'occasion le prince Albert II, et d'Isabelle Bonal, commissaire générale de la DENJS. Une belle journée de judo qui aura permis de mettre en avant la discipline, ses valeurs et le travail de la fédération monégasque. Il n'était pas dans la salle Gaston Médecin, mais sur le parquet de l'équipe de Boulogne-Levallois. Et c'est Monaco qui l'a emporté 95-82 après prolongation, malgré en face la star du moment, Victor Wembanyama, que l'on devrait voir en NBA l'année prochaine. C'est un match comptant pour la 13e journée de Betclic Elite. On écoute le meneur de jeu, Matthew Strazel. Un mauvais début de match, parce que voilà, on a dû... changer de 5 majeurs parce que voilà, Jordan s'est blessé, tout le monde est au courant, donc on a essayé de trouver d'autres ajustements, d'autres solutions qui n'ont pas forcément marché, mais au fur et à mesure du match on est resté ensemble, on a réussi à trouver des solutions ensemble et c'est ça qui a fait que petit à petit on a recollé pour faire un run en prolongation.
On a fait un bon premier mois d'octobre, mais un peu moins bien en novembre. Donc on essaie de corriger le tir en décembre. Et pour l'instant, on commence plutôt bien. Il va falloir qu'on continue comme ça en championnat parce que voilà, avec la perte de Jordan, il va falloir qu'on trouve des solutions. Prochaine rencontre, Monaco reçoit Barcelone en Euroleague ce mercredi à 19h. En foot, les joueurs de l'AS Monaco ont repris dernièrement le chemin de l'entraînement pour préparer la reprise du championnat qui aura lieu le 28 décembre avec un déplacement à Auxerre. En attendant, entre séances à la Turbie et matchs amicaux, le capitaine Wissam Ben Yedder est allé à la rencontre des supporters hier après-midi à l'occasion du Kids Tour de l'AS Monaco. Une halte au village de Noël qu'ont suivi Émilie Rousseau, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Sourire au visage, yeux qui pétillent, pas de doute, ces enfants sont en train de vivre un rêve éveillé, un cadeau de Noël avant l'heure, car ils ont eu la chance de rencontrer le capitaine de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, et ils sont même repartis chacun avec leur autographe. Ça fait un peu un jeu au cœur parce qu'on le voit de près, mais sinon ouais ça va. C'est un honneur de le voir, je l'ai jamais vu face à face. De base je devais venir juste regarder des voitures, et là je vois Wissam. Ça fait plaisir. Et supporter l'AS Monaco n'a pas d'âge. Georgette a 92 ans. Elle est une fan absolue du club de la Principauté. Oh là là, j'en reviens pas. Je me tiens, on vient de me le dire, mais je ne savais pas. Je me dis, oh, il va arriver. Alors j'étais heureuse. Le Kids Tour de l'AS Monaco avait débuté sa saison en Principauté en septembre dernier pour aller au contact de ses supporters. Castellar, San Remo, Cogolin, Mandelieu, l'opération aura couvert 3 pays, une quinzaine de communes pour 100% de bonne humeur et des rencontres inoubliables. C'est un plaisir de voir beaucoup d'enfants et je pense que voilà, pour fêter un bon Noël, ils sont contents, ils ont besoin de sourire, plein de bonnes choses. La première partie de saison du Kids Tour se clôturera ce mercredi à Châteauneuf-Villevieille, dans les hauteurs des Alpes-Maritimes. D'autres étapes seront prévues en 2023, avec notamment des haltes dans les stations de ski pour être partout et toujours au contact des supporters de l'AS Monaco. Et Wissam Ben Yedder a bien évidemment suivi le parcours de l'équipe de France au Qatar. Comme vous le savez, les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde samedi en dominant l'Angleterre. Ils retrouveront le Maroc mercredi pour tenter de décrocher une place en finale. Le capitaine de l'AS Monaco reste attentif aux résultats des tricolores et notamment de ses coéquipiers Youssouf Fofana et Axel Dizazi. On l'écoute au micro d'Émilie Rousseau. J'ai suivi, j'étais content parce que c'est toujours bien d'être là et surtout on a vu les matchs en Coupe du Monde, ils sont pas faciles, ils sont compliqués à gagner. Ça part souvent dans les prolongations donc j'étais très content. T'as un pronostic toi ou pas ? Pronostic je sais pas, pronostic on verra, il reste 4 équipes. Tous les matchs vont être durs donc c'est une Coupe du Monde un peu surprise. Ça va être très compliqué, je n'ai pas de pronostic pour le moment. Pas de pronostic pour Wissam Ben Yedder. Toujours du côté du Port Hercule, ce dimanche a eu lieu le traditionnel Giro des Natales. Plus de 1350 coureurs ont pris le départ. Un 10 km sur le parcours vallonné de Monaco, remporté par le triathlète de Nice Côte d'Azur Athlétisme, Raphaël Montoya, en 30 minutes et 26 secondes. On passe à notre première invitée, la présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco. Cette institution a été créée en 1963 et a pour vocation de rassembler la jeunesse dynamique pour développer l'attractivité économique de la Principauté. Mélanie Dupuis a été élue l'an passé, après une année chargée. Elle va laisser sa place dans quelques semaines à une nouvelle équipe. L'occasion pour nous de dresser un bilan de l'année écoulée avec elle. Mélanie Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la JCE de l'année 2022. Nous sommes en fin d'année. Quel bilan vous pouvez retirer après un an de présidence ? Alors la première chose, c'est déjà que je me sens chanceuse d'avoir pu faire cette année en reprenant tous nos événements en présentiel. Donc ça a été une très bonne chose pour nous. On a eu l'opportunité aussi de pouvoir tester certains nouveaux formats, de revenir avec aussi les formats maintenant historiques Jeune Chambre comme nos petits déjeuners conférences avec un certain nombre de succès. Donc une très très belle année qui arrive à son terme où nous avons pu faire plus de 50 actions tout au long de l'année. 50 actions, quelles sont, alors vous n'avez peut-être pas tout détaillé, mais quelles sont peut-être les plus importantes de ces actions ?
Alors si on en prend quelques-unes, on a autant de nouvelles actions comme Innov Inside, qui est un programme d'intrapreneuriat qu'on a pu faire cette année, des tables rondes aussi où on est plus sur de la réflexion pour essayer de pousser certains sujets et d'amener un petit peu certaines réflexions sur le Monaco de demain. Et puis à côté de ça, on a des formats comme nos petits déjeuners conférences où on a eu la chance de commencer avec le ministre d'État. Nous avons fini le dernier la semaine dernière sur le marché de l'emploi, donc qui a été un succès aussi. Et puis on a fini le 1er décembre avec les trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco qui se sont très bien déroulés et un beau succès pour nous. Oui, ça a été une année importante, j'imagine pour la JCE et pour vous, puisqu'on est sorti de la crise sanitaire, qu'il y avait beaucoup à faire, notamment dans le domaine de l'emploi. Avec la crise sanitaire, on en a profité aussi pour repenser un petit peu le mouvement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu certains nouveaux formats qui sont arrivés et surtout cette envie d'apporter une réflexion autour des sujets comme celui de l'emploi. Et puis ça a apporté aussi certains bons réflexes. J'ai l'impression que maintenant on est capable de s'adapter aussi beaucoup plus vite qu'avant, puisqu'on a eu à le faire pendant la crise sanitaire et que maintenant, s'il y a des fois des petites choses qui changent, un thème, un intervenant, eh bien, on sait qu'on est capable d'y aller, donc on y va un peu plus serein. Quel rôle a joué, selon vous, la Jeune Chambre économique pour le développement d'un pays comme Monaco ? Nous, à travers la Jeune Chambre, on a un lien très privilégié, notamment avec le gouvernement. Quant au trophée, on avait de nombreux conseillers ministres à nos côtés. On a eu la chance d'avoir Pierre Dartout qui a fait l'introduction. Voilà, c'est un lien qui est privilégié et on peut discuter avec les différentes entités de certains sujets qui sont amenés à évoluer dans les prochaines années. Donc, cette proximité que l'on peut avoir avec les services du Monaco Boost, de Monaco Tech, de l'expansion. Voilà, c'est un grand plus pour la Jeune Chambre. Et nous, on a des membres donc qui sont actifs à Monaco. Ce sont des cadres, des chefs d'entreprise qui peuvent amener cette réflexion, remonter des fois certaines problématiques et pouvoir travailler sur le Monaco de demain. Un mot pour finir sur la prochaine équipe, puisqu'il va y avoir une nouvelle présidence et une nouvelle équipe. Nous avons élu notre présidente pour l'année 2023, qui sera Marie-Gisèle Fringant, et avec son conseil d'administration. Donc, comme chaque année, l'objectif, c'est de pouvoir toujours faire plus et amener la Jeune Chambre au plus haut niveau. Et puis, l'équipe pourra compter sur mon soutien, puisqu'en tant que passe-présidente, j'aurai le plaisir de les accompagner tout au long de l'année pour pouvoir faire le relais et cette passation qui est importante au sein de notre mouvement. On a pu le constater, une année 2022 riche pour la Jeune Chambre économique. Mélanie Dupuis, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Jean-Christophe Maillot et la compagnie des Ballets de Monte-Carlo proposent en ce moment même une nouvelle édition du Monaco Dance Forum avec pas moins de 6 ballets différents. Le premier a été donné ce samedi à la Salle Garnier avec pour thème les 7 péchés capitaux. Reportage de José Sacré. En ouverture du Monaco Dance Forum, Éric Gauthier a proposé un ballet composé de 7 pièces signées de 7 chorégraphes de renommée mondiale. Azuré Barton, Ofesh Schechter, Marco Couque, Marcos Moro, Sacha Wells, Sharon Eyal et Sidi Larbi Cherkaoui. Le thème, les 7 péchés capitaux. Avec les 7 péchés capitaux, ça donne un grand voyage au public. On fonce à travers 7 péchés capitaux sans intermission. Alors c'est une soirée assez longue, c'est 90 minutes et tu fonces à travers. Et c'est une soirée qui te laisse avec beaucoup de pensées en sortant du théâtre parce que tu as beaucoup vécu dans ces 90 minutes. J'essaie de créer des soirées qui vont plaire au grand public. Alors, tu peux faire des choses qui sont très poétiques, des choses qui sont plus dures à avaler, ou des choses qui te font rire et qui te donnent de l'humour. Et cette soirée, avec des péchés capitaux, c'est sûr, c'est une soirée plus avec de la pesanteur, non ? C'est pas facile. Mais c'est une grande aventure et je suis très fier. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur la soirée de ce lundi avec au programme un spectacle de danse indienne.
Vous l'avez peut-être suivie dans la saison 11 de l'émission Top Chef. Elle a marqué les téléspectateurs avec sa joie de vivre et son grand sourire. Depuis, elle a fait du chemin entre émissions de télé, livres de cuisine pour enfants ou par exemple un partenariat à Monaco avec la maison Trinity. Les fêtes de fin d'année vont arriver très vite. Que doit-on mettre à table ? Fruits de mer ou foie gras, chapon ou dinde, bûches glacées ou bûches traditionnelles. Pour nous éclairer, nous sommes avec Justine Pilozzo. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous donner quelques conseils, si vous le voulez bien, pour que notre réveillon soit réussi. Quels sont, selon vous, les produits indispensables sur une table ce soir-là ? Déjà, il faut s'organiser. On n'ouvre pas son placard et on se dit pas « qu'est-ce que je vais faire ce soir ?» Là, ça marche pas. On va effectivement s'organiser, laisser un petit peu les différents gourmandises revenir un peu en température, ça c'est très important. Et ensuite, moi je trouve que les fruits de mer sont de mise pour un joli réveillon. Étape par étape, on va commencer par l'entrée. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Donnez-nous comme ça quelques idées d'entrée originale. Alors, des fruits de mer, et puis il y a d'autres choses, j'imagine ? Ah, des fruits de mer. Alors moi je suis fan d'escargot aussi, avec le petit beurre d'escargot persillé et aillé. J'aime beaucoup aussi les toasts. Alors les toasts, on peut en faire à beaucoup de choses, avec du saumon gravlax par exemple, ou avec simplement une crème aux légumes pour les végétariens. Mais des petits toasts, ça fait toujours son effet. Pour le plat principal, on reste sur du classique, du chapon ou alors de la caille, de la dinde. Que faudrait-il faire ? Peut-être d'autres choses plus originales ? Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que moi, dans ma famille, la tradition veut que chaque membre de ma famille cuisine chaque année. Et cette année, c'est couscous. Comme quoi, on peut aller dans l'originalité, rien n'est figé dans le marbre. Bien évidemment, on pense au classique avec le chapon, la dinde, mais allons-y, partons un petit peu en voyage. J'aime beaucoup faire du poisson. L'année dernière, c'était Coulibiac, on était dans l'Est de l'Europe. Cette année, on est au Maghreb. Et en dessert, c'est plutôt bûche traditionnelle, bûche glacée. Qu'est-ce que vous nous conseillez là aussi ? En dessert, oui, effectivement, là, je reste dans le traditionnel avec la bûche glacée. J'aime beaucoup aussi apporter des fruits à coque, des fruits secs, mais c'est vrai que je reste plutôt classique. De façon générale, quels sont les accords de mets les plus originaux, selon vous, pour un réveillon ? C'est couscous et bûche, mais encore ? Je pense qu'il ne faut pas s'interdire de choses. Il faut surtout être ensemble, passer un bon moment avec la famille, les amis, les voisins, pourquoi pas. Donc voilà, peu importe ce qu'il y a finalement dans l'assiette, ce qui est le plus important, c'est avec qui on va déjeuner, dîner. Ça, c'est important. J'aimerais que l'on parle un peu de vous. On vous a découvert dans l'émission Top Chef. Vous y étiez radieuse, toujours souriante, toujours heureuse. Quel bonheur vous apporte la cuisine, parce que c'est un métier qui n'est pas toujours facile et pourtant vous avez toujours la pêche. Oui, alors c'est une philosophie de vie. Je me dis que si on est tous comme ça, les journées sont moins difficiles à passer. Après, c'est vrai que la cuisine, pour moi, c'est très important. J'aime faire plaisir. Et la cuisine me satisfait énormément dans ce sens-là. Monaco, vous avez collaboré avec la maison Trinity. Quels sont les souvenirs que vous avez de la principauté ? Monaco, pour moi, c'est un très beau souvenir. Je ne connaissais pas, j'ai appris à découvrir Monaco grâce à ce projet et j'ai trouvé un accueil chaleureux, sudiste, très sudiste. Donc, moi, ça m'a fait penser un petit peu à mes origines italiennes avec cet accueil charmant. Quelle est votre actualité ou quels sont vos projets actuellement ? Actuellement, je suis en travaux. J'ai créé un lieu un peu hybride où je vais pouvoir une table d'hôte. Bien, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, Justine Piluzzo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, joyeux Noël et bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes également. Créé il y a 25 ans, les enfants de Francky œuvrent pour les enfants malades, handicapés ou défavorisés de Monaco et de la région. Cette année encore, le Noël de Francky a émerveillé petits et grands. Le reportage de Christine Latomel et Olivier Bonello. Au programme ce samedi, spectacle, confettis et cadeaux et surtout beaucoup d'amour. En compagnie du Père Noël, le clown Francky a une fois encore réussi sa mission cette année en faisant briller les yeux des petits grâce à ses 1001 facéties. Ils étaient près de 2000 enfants et parents confondus à venir saluer le Père Noël et rencontrer Francky samedi matin et samedi après-midi pour un moment inoubliable à la salle des étoiles, suivi d'une remise de cadeaux et de gourmandises pour le plus grand bonheur des petits.
À travers l'association, on fait venir les familles et les enfants. Et ensuite, ils viennent avec des petits bons par tranche d'âge. Et ils récupèrent donc leurs cadeaux. Alors Francky, ça s'est passé comment ce Noël ? Offrir un Noël chaleureux à des enfants vulnérables, qu'ils soient malades, atteints de handicap, défavorisés, isolés. Voilà. Donner une journée où ils oublient leur quotidien difficile. Et cette année encore, Francky et son association poursuivront leur mission en travaillant main dans la main avec les hôpitaux, les services sociaux, les foyers, les structures d'aide à l'enfance et plus de 200 organismes qui touchent le quotidien des enfants dans le besoin afin de continuer de tenter de leur apporter une petite bulle de joie et de réconfort le temps de quelques heures. Je vous donne un rendez-vous sur Monaco Info et ça concerne la crise énergétique que l'Europe traverse et qui génère des approvisionnements en énergie plus coûteux et plus difficiles qu'auparavant. Monaco n'est pas isolé du monde. La principauté est étroitement liée à la France qui lui fournit l'énergie. Et bien pour en savoir plus sur ce sujet préoccupant, le rendez-vous donc ce mardi 21h avec l'émission Le Grand Format de Sébastien Borgna. Il aura comme invité entre autres le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. On regarde des reportages diffusés dans l'émission concernant les mesures mises en place qui ont été prises par le gouvernement pour maîtriser cette consommation. C'est l'une des mesures visibles en vigueur dès le 1er janvier. Les édifices publics ne seront plus éclairés après 22 heures. Même consigne pour les abribus. Objectif, faire des économies et inciter les commerçants à faire de même en éteignant le soir leurs enseignes. Autre décision très symbolique, le chauffage dans les bâtiments publics. La température sera limitée à 19 degrés avec une tolérance de 2 degrés supplémentaires. Des restrictions qui ne concernent pas le centre hospitalier, les maisons de retraite, les crèches et les écoles. Je le rappelle, le grand format consacré à cette crise énergétique, c'est à découvrir ce mardi à 21h. On retrouve Christinda Tomel pour les prévisions météo de demain. Bonsoir Christinda. La journée de mardi sera très nuageuse, entrecoupée d'averses. Le matin, le ciel sera chargé. Le soleil aura du mal à percer les nuages. Et l'après-midi, sortez vos parapluies. Des averses pouvant être assez fortes séviront par moments. Du côté des températures, 6 degrés pour les minimales et 9 degrés seulement pour les maximales. Pour les plus courageux qui continuent de se baigner, l'eau de mer sera à 17. Le soleil se lèvera à 7h53 et se couchera à 16h55. Demain, nous fêterons les Lucies. Merci. Ce journal est terminé. Les photos du jour sont en rapport avec le reportage que nous avons passé dans ce journal, le tournoi international de judo de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Des photos sur le vif prises par Stéphane Dana. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. Merci de votre fidélité. La suite des programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.